L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tous les deux. Oh, je me suis pris un vent, c'est-à-dire. Bonjour, soir, après-midi, comment ça va? Bah écoute, ça va être tranquille et toi? Ça va. Alors, je suis un peu malade, donc mon cerveau est un peu ralenti, hein, donc faudra me pardonner sur ça. Pas de soucis. Mais sinon, plutôt bien. Bon, qu'as-tu à nous dire sur le thème d'aujourd'hui? Alors, écoute, si j'en suis la problématique qui est posée, à savoir si le militantisme, ça serait un éclaircissement ou une radicalisation, je pense que ça va déjà dépendre de la vue qu'on va avoir sur la politique. Le fait est, c'est que moi, déjà, je considérais que je serais particulièrement apolitique, non pas dans le sens où il n'existerait pas d'action qui serait politique, mais dans le sens où c'est pas la finalité recherchée dans une action en général. Et par-delà, en fait, je suis un petit peu présupposé par principe que tout acte qui serait politique serait plus ou moins radical, d'une certaine manière. Ok. J'imagine que tu veux que je développe. Oui, excuse-moi, pardon, je suis en train d'écrire en même temps les notions importantes et en train de chercher la formulation de mes questions, mais si tu veux développer, ça m'intéresse sur ce que tu entends par surtout le fait de dire tout acte politique est radical, ça m'intéresse, vas-y, je t'écoute. Alors après, peut-être que la nuance que je pourrais apporter, c'est qu'en fait, ça va dépendre d'une certaine manière de l'esthétique du message politique ou plutôt de la forme. Ce serait plus rigoureux de parler de la forme. Qu'en fait, si le message politique, il est déjà s'il est posé un petit peu comme elle est toujours dure à dire cette phrase, comme un allant de soi, voilà. Forcément que oui, le message tend à être radicalisé. En plus, généralement, un message ou une idéologie radicale a tendance à se porter à ce qu'on appelle, je crois, l'hégémonisme, c'est-à-dire en fait qu'on l'établit comme quelque chose qui serait absolu ou comme un fait possiblement absolu. Et en général, là, on a tendance à faire dans le radicalisme. Et c'est vrai que aussi un truc qui sépare souvent les différents types d'idéologies politiques, notamment dans le militantisme, c'est tout simplement si on est dans une force de proposition ou une force d'imposition. Parce qu'en fait, dans la proposition, en fait, on émet juste l'idée qui pourrait être une possibilité bien comme mal, mais en fait, ça laisse la liberté du choix. Tandis que quand on est dans l'imposition, bah justement, il y a un petit peu cette espèce de primat de l'idéologie qui se place un peu comme supérieure par rapport aux autres idées. Et forcément, les autres idées, vont un petit peu au détriment. Et ça, c'est le problème un petit peu des messages politiques. Et d'une manière générale, il y a aussi des analogies à l'économie. C'est qu'en fait, quand on fait quelque chose, quand on bouge un engrenage, il y a toujours un contre-coup un peu à payer, donc ça va se faire soit sur d'autres partis, d'autres classes. Alors je sais que pour les messages politiques, bien souvent les intérêts sont défendus par des êtres humains, donc ça répond surtout et avant tout par des intérêts privés, de classe ou éventuellement de catégories, et forcément ça se fera au détriment des catégories, des classes ou des intérêts privés opposés. Ok. Bah dis donc, ce soir j'ai eu deux intervenants qui étaient très clairs dans ce qu'ils disaient et très. Moi-même je réfléchis. Voilà, je n'ai pas le droit de donner mon avis, mais je le dis quand même un petit peu. Je réfléchis beaucoup avec ce qui est dit ce soir. C'est trop bien. Je veux juste revenir sur ce que tu entends par quelque chose de radical. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu sur le mot radical? Selon toi. Alors c'est vrai que là, pour le coup, moi, je me défausserais un petit peu de l'étymologie à la base, parce que je crois que radical, ça veut juste dire racine, donc normalement, c'est prendre quelque chose par la racine. Mais en fait, quand on voit, par exemple, des types de revendications, le langage ordinaire va surtout retenir qu'on a affaire à quelque chose de radical, dans le sens où, en fait, ça va être puissant. Ou du moins, ça va être fait avec conviction. Donc, j'entends surtout par radical puissant, quoi. Ok, bah c'est pour ça que je précisais, que je voulais une précision sur ce que tu entendais toi derrière ce mot-là, donc merci.
ça va me permettre de poser une échelle. Encore une fois, ne vous sauvez pas, s'il vous plaît. Parce que tu l'as formulé, donc t'as déjà répondu à cette échelle, mais je pense que la quantifier, ça pourrait être intéressant. Sur le fait que tout acte politique est radical. Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant l'affirmation, tout ce qui est politique est radical, et 0, le politique n'est absolument pas radical. Où est-ce que du coup tu te situerais? Ça serait compliqué de situer parce que j'ai quand même pas mal d'expertise en sciences sociales, donc ça serait compliqué de fixer un moment, mais à partir du moment où il y a en fait une politique ou une volonté politique qui est établie, en fait son processus c'est justement de devenir total, donc en fait ça tend au radicalisme, donc d'une certaine manière peu importe la mesure, en fait ça tend un petit peu à 10, mais si je devais mettre un petit réglage par défaut, moi comme une sorte de moyenne, on serait plutôt aux alentours de 8-9 sur 10, tu vois. Ok, bah, ok. C'est très intéressant. Je vais me permettre un petit récap-épette pour moi aussi que mon cerveau imprime ce que tu dis, parce que t'as dit plein de choses intéressantes. Donc, au niveau de ce que tu parlais du militantisme, toi tu te placerais du coup dans quelque chose qui serait apolitique, puisque tu as défini le militantisme comme quelque chose qui dépendrait de la vue politique. Et tu dirais apolitique plus dans le sens où les actions n'auraient pas pour finalité d'être politiques. C'est bien ça. J'ai bien compris. Disons que c'est peut-être plus une éthique que je défendrais dans le sens où en fait les messages politiques, la plupart du temps, comme je te l'avais dit, sont défendus par des intérêts privés, c'est-à-dire des affaires proprement humaines, par des classes, des catégories, ou que je sais pas moi, les riches défendraient des politiques économiques sur l'entreprise parce que c'est dans leur intérêt d'être encore plus riches, par exemple, et que ça irait au détriment de d'autres qui justement voudraient que l'argent soit mieux réparti. C'est une possibilité. Donc en fait, le fait est qu'il y a une espèce de dissonance un petit peu permanente en politique, c'est qu'en fait, on a tendance à essayer de plaquer sur quelque chose qui serait bien en soi, alors qu'en fait c'est plutôt un bien pour soi. C'est-à-dire que quand on défend des intérêts, on estime, si on est portant politique, que ça serait quelque chose qui serait désirable pour tous et qui devrait être accepté par tous. Sauf qu'en fait, on voit très bien aujourd'hui, et puis j'imagine que vous avez la télévision, donc vous avez un petit peu compris la galère dans laquelle on est, que justement aujourd'hui les idées humaines sont extrêmement singulières et qu'on n'arrive absolument plus à trouver de consensus aujourd'hui à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, il faut un petit peu, d'une certaine manière, remettre les pendules à l'heure, les points sur les barres sur les T, enfin essayer de réévaluer un petit peu la situation de manière factuelle, quoi, et que la politique, ça reste surtout et avant tout des projets strictement humains. D'accord. Et pour toi, il y aurait des actions militantes qui se détacheraient de cette vue politique ou pas ? Alors, c'est tout à fait possible si on est dans une force de proposition. C'est-à-dire, en fait, qu'on va tout simplement travailler à la recherche d'idées, par exemple. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'il y a d'autres méthodes de faire, qu'il y a des nouvelles manières de procéder, qu'on peut faire des changements et des modifications, mais que, en fait, qu'on n'impose pas, en fait, ces exigences de modification, en fait, qu'on laisse d'une certaine manière le libre choix, un petit peu d'une manière, j'ai envie de te dire, démocratique. Bon, même si on pourrait, pareil, discuter là pendant des heures de la démocratie, mais l'idée c'est que oui, justement, il faudrait que les idées soient juste un petit peu émises comme ça, un petit peu dans l'atmosphère, comme des idées flottantes, et que finalement, s'il y a des personnes qui sont convaincues par ces idées-là, ces nouvelles méthodes, on peut essayer déjà de faire des tests au niveau local pour voir si ça fonctionne, et puis après, on étend petit à petit, on voit si ça fonctionne et si c'est plus durable. Ok. Donc là, si je comprends bien, ce que tu viens de décrire, donc c'est-à-dire un militantisme plutôt proposé plutôt qu'imposé, comme tu disais, pour toi fonctionnerait mieux que l'imposition.
Bah, carrément, surtout en plus en matière Ok. d'affaires sociales, c'est toujours mieux de passer par un test. Je crois qu'il y a eu un épisode comme ça où en fait l'État avait essayé des politiques de l'uniforme à l'école. Donc en fait ils avaient testé ça pour, bah, je crois que c'était à mon avis des projets un poil conservateurs, mais bon c'est pas grave. On va pas entrer dans la droite et la gauche, mais ils avaient essayé Mm. l'uniforme justement pour essayer de faire disparaître toutes les inégalités. Entre guillemets Oui, ouais, éthiques au j'en ai entendu niveau de parler, ouais. l'accoutrement vestimentaire, tout ça. Et puis en fait, ils se sont rendus compte, je crois, après plusieurs mois, qu'en fait, il y avait quand même des moqueries et qu'en fait, ça a littéralement rien changé au problème. Ça a juste déplacé le problème. Et puis, de toute façon, avec les sciences sociales, c'est le problème, c'est qu'en fait, les problèmes ne sont Mm. jamais résolus. Ils sont toujours déplacés. Ok, Et donc ça, ok. par exemple, c'était un bon test, je trouve. Ouais, l'exemple que tu me donnes, il est intéressant. Je suppose que t'aurais d'autres exemples, mais bon, on n'a que 15 minutes, donc ça c'est un peu T'as frustrant. du rab, Mais t'as du rab. Marcus, t'as du rab, y a j'ai un peu de personne rab. derrière. Ok, d'accord. On a un peu de rab. Voilà, on a un gentil Russell qui nous donne un peu de rab. Mais t'as parlé de télé, d'information tout à l'heure, mais aussi du coup de sciences sociales. Comment tu fais pour toi te renseigner là sur ce que tu nous dis sur le fait de proposer c'est mieux qu'imposer. Il y a que la télé ou il y a d'autres choses derrière? Oh là, alors cette idée-là, je la sors tout droit, malheureusement, de la philosophie, donc rien à voir. Ah, ok. Non, C'est c'était par intéressant. rapport à. Il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre, mais tant pis. C'est justement pour poser l'idée. Après, si vous serez curieux, vous vous renseignerez. En fait, c'est par rapport tout simplement au placement de la conscience, ou en fin de compte, d'une manière générale, quand on a tendance à imposer sa conscience par rapport à une autre personne, qui est donc du coup une autre conscience, bah en fait, on est en train de la négliger. Et en fait, ça crée des rapports de force. Ça peut aussi créer des rapports de violence. Et on sait très bien que quand on a fait un petit peu de sciences sociales, bah en fait, la violence, c'est une constante d'une certaine manière, peu importe des sociétés. Alors soit elle sera physique, soit on peut très bien créer une juridiction pour qu'elle ne soit plus physique, mais dans ce cas-là, elle sera plutôt symbolique. Et là, pour le coup, on va taper dans tout ce qui est Bourdieu et tout. D'accord. Et justement, comment tu sais que cette philosophie, ce que t'es en train de nous dire là, elle est, j'ai envie de dire, elle est vraie, tu vois, parce qu'elle a l'air d'être vraie pour toi. Attention, je ne donne pas mon avis personnel, hein, je précise, je ne dirai pas si je suis d'accord ou pas. Mais est-ce que tu as, c'est quoi ta méthode? Voilà, c'est quoi ta méthode pour vérifier ou pour tes méthodes anciennes pour avoir vérifié ce que cette philosophie t'apporte? Bah, là-dessus, je dirais que je suis un petit peu un bon vieux scientifique où c'est vrai que la sociologie a un petit peu du mal à se proclamer comme une science, mais le principe d'une théorie, justement, quand on fait une théorie, c'est-à-dire qu'on a des postulats de départ, des prémices, on fait tout un tas de déductions, d'opérations, et puis on arrive à une conclusion. Eh bien, on teste ça dans la réalité, on regarde si ça marche, on va faire des expériences sociales, du coup, pour le coup, ou par exemple, on va, je sais pas, essayer de comprendre quelle est la force de la légitimité charismatique chez Weber, où on va faire, par exemple, l'expérience de Milgram, c'est-à-dire qu'on va voir comment un être humain réagit par rapport à l'autorité et à quel point, en fait, il délègue son propre droit pour justement le confier en fait à un droit qui serait supérieur, comme le droit du médecin qui en fait aurait plus d'expertise ou plus de connaissances. Et en fait, on a testé ces expériences et on voit bien que l'autorité, oui, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, on est prêt à déléguer volontiers dès qu'on reconnaît une autorité qui nous est supérieure, mais il y a quand même des limites où justement là, c'est un petit peu le principe du dignité humaine qui reprend le dessus, quoi. Et en fait, on peut justement classifier, cartographier, faire des mesures, bizarrement, dans l'humain, qu'on pensait que justement les sciences morales, c'était quelque chose de pas très scientifique parce qu'on n'arrive pas à retrouver ces phénomènes de quantité. Mais en fin de compte, si, on peut les retrouver justement avec des expériences, avec des statistiques. Et en fait, c'est très éclairant et je trouve que c'est même plus passionnant parce que je pense que l'humain a beaucoup plus de variables que les sciences physiques ou chimiques où on arrive assez bien à cartographier très rapidement toutes les variables qui entrent en jeu. Ok. Je bois tes paroles comme si c'était la fontaine de Jouvence. Non, mais c'est très intéressant. Et si
et ça va être ma dernière question parce que j'ai vu qu'il y avait du monde derrière, donc on n'a plus finalement tant de rap que ça. Et si, par exemple, demain, des expériences tout aussi reconnues que celles que tu m'as citées, notamment celle de 1000 grammes, étaient en contradiction avec justement ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire si demain on nous prouve que imposer quelque chose est plus utile que le proposer. Est-ce que ça te ferait changer d'avis sur ton échelle qu'on a citée précédemment ? Je te dirais que non, et je te renverrai à George Orwell de 1984. Justement, on a vraiment affaire justement à des idéologies qui sont imposées, où justement, on est le plus négateur justement de la conscience humaine et de ce qui pourrait être justement un vivre ensemble. Et d'une manière générale, en fait, si tu imposes tes idées, en fait, le vrai problème en politique, c'est que il y a une espèce de fabrique des idées en fait qui serait déjà d'une base assez désincarnée, c'est-à-dire qu'en fait, on spécule sur des théories, et en fait, faudrait que pouf, quand elles tombent dans le réel, elles collent parfaitement. Sauf qu'en fait, entre la théorie et la pratique, c'est toujours un gouffre. Mais quand je dis un gouffre, c'est pas un nid de poule, c'est la faille de Saint-Andréas, quoi. Donc, il faut toujours revoir tout ce qu'on propose en permanence, et c'est justement pour ça que je préfère vraiment une politique, déjà, qui se teste, qui se construit au fur et à mesure. On a le temps de voir les progressions, on peut faire des prédictions plus précises, des déductions plus efficaces, et voir si l'humanité à la longue avec ce type de politique se barre en sucette, ou si c'est quelque chose qui permet vraiment de solidifier le vivre ensemble, par exemple. Ok. Et franchement, ok. De toute façon, c'était la dernière question puisque j'ai plus trop de temps. Et comme pour Yuki, je te proposerai de continuer cette discussion dans des moments où on aura un peu plus de temps, parce que c'est grave intéressant pour moi, et je te pose la dernière question de chez dernière, qui est comment tu as vécu là ce petit moment. Est-ce que c'est non? Écoute, à ma foi, très bien, oui. Ok. Ce qui a été aussi comme mon d'habitude, cas, franchement. Ouais, mais c'est la première fois avec moi, donc peut-être que ça se trouve, tu vois, j'ai pas été bon, tu vois, je préfère demander, quoi. Oh, t'inquiète, je serai tolérant. Oh, bon, ça va, merci. Est-ce que les collègues ont des questions à emporter? Ouais, peut-être une petite question à emporter pour Arcana. Est-ce que le fait qu'on ait imposé aux vieux schnocks comme moi d'attacher sa ceinture de sécurité, sinon je perdais de l'argent ou je pouvais peut-être même aller en prison à force, ne permet pas aux nouvelles générations de se sécuriser sans se poser de questions? Je note, elle est belle. Pas d'autres questions pour les gens? Visiblement, tu partiras avec une seule question. Ah. Non, je viens juste de revenir, désolé, mais j'ai pas de questions. J'ai pas pu entendre. D'accord. Je redonne la main à Russell, alors. Merci à tous les deux, c'était sympa. Merci beaucoup Arcana, et puis je te laisse redescendre tout seul. Et puis tu peux rester en bas. Merci beaucoup, à plus tard. Encore un peu. Ok, bon dimanche à